Oui, bonjour à tous. Je suis donc très contente de modérer ce panel. On va continuer sur le sujet de créativité et innovation, bien entendu, avec Christophe Muller de YouTube, responsable de plateforme donc, sur tout le CMIA, et Adrien Lavacide, qui est directeur adjoint chez Golda Moustache. Et je pense que la créativité du digital a été prouvée avec un grand tournant cette année, un grand milestone quand même qui a été atteint au mois d'août avec le digital qui dépasse la télévision traditionnelle en temps passé aux États-Unis. Et donc à la hauteur de 5 heures par personne et par jour sur le digital et 4h30 sur la télévision traditionnelle. Et donc, une grande contribution de cette nouvelle audience sur le digital, c'est quand même YouTube. Et donc, la créativité en fait partie. Si on regarde aujourd'hui quelques chiffres qui parlent pour eux-mêmes, hein, par exemple, 1 milliard de vues par mois de la part de YouTube dans le monde, 30 millions par mois sur la France tout seul, qui a été annoncé donc la semaine dernière par YouTube, et énormément de vidéos, de nombre de vidéos vues, 2,5 milliards en France par mois. C'est exact. C'est énorme. Par mois. C'est énorme. Comment donc à toutes ces personnes qui aujourd'hui, d'une façon très polémique, disent que YouTube c'est que de chats, il n'y a pas de qualité, etc. Comment tu réponds à ça? Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Bonjour à tous, tout d'abord. Je crois que ce sujet a été adressé au travers de nos différentes innovations. Justement, on en parlait tout à l'heure, l'innovation au niveau du design du site, que nous avons complètement transformé l'année dernière, en le rendant beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus interactif. Et avec ce concept de chaînes YouTube qui sont des espaces thématiques à la demande, hein, on n'est pas sur du linéaire, on n'est pas sur du broadcast, mais des espaces thématiques à la demande auxquels les utilisateurs peuvent s'abonner. Et donc cette notion d'abonnement, qui est encore une fois gratuit, mais qui devient de plus en plus importante parce que ça signifie qu'un utilisateur est intéressé, engagé et suit ce que vous faites, ce qui veut dire qu'il va effectivement vous suivre et passer plus de temps à regarder les contenus qui sont faits par les partenaires. Donc typiquement, nous avons beaucoup passé de temps sur ce concept de chaîne, ce redesign du site, qui est en amélioration permanente. Mais nous avons aussi, et j'imagine ce à quoi tu fais allusion aussi un peu, Nina, annoncé il y a maintenant juste un an, au MIPCOM de l'année dernière, ces chaînes originales, qui ont été lancés dans 5 pays dans le monde, dont la France. Alors c'était un test sur la base de 13 chaînes YouTube originales. Aujourd'hui, un an après, je crois que les résultats sont très positifs et très encourageants pour nous. Adrien pourra aussi abonder, lui, parce qu'il ne faisait pas partie de ces 13 chaînes. Mais là-dessus, tu peux nous donner quelques chiffres, quelques chaînes en l'occurrence, ou quelques thématiques qui fonctionnent mieux que l'autre? Alors aujourd'hui, le grand gagnant, si je puis dire, après un an, ou presque un an d'activité, vous en avez certainement entendu parler, c'est Studio Bagel, qui est une chaîne qui a été créée, qui n'existait pas il y a un an, une chaîne YouTube qui a été créée avec Lorenzo, qui a su intelligemment utiliser des talents déjà présents sur la plateforme, les agréger, les mettre ensemble, et créer une vraie dynamique autour d'une marque nouvelle qui se positionne sur l'humour, avec des formats bien sûr, dans ce contexte-là en tout cas courts, et qui aujourd'hui caracole en tête du palmarès de ces 13 chaînes, avec pas loin de 900 000, 850 000 abonnés au bout d'un an, ce qui n'est pas rien. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence? Comment est-ce que eux ils innovent aujourd'hui? En quoi est-ce que eux ils sont créatifs? Et c'est ça qui donne les résultats en fait. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, au niveau des talents, ce qu'on observe aujourd'hui, et j'ai cité cette chaîne YouTube, mais il y en a bien évidemment d'autres avec lesquelles nous continuons de travailler très étroitement, comme les chaînes de Kappa, Taratata, etc. Vous avez vu encore cette semaine l'annonce faite par Koé qui va lancer 2 nouvelles chaînes YouTube. Il est déjà présent sur la plateforme, il a plus d'1 million d'abonnés. Pas loin de 500 millions de vues au total. Donc ce qui est important ici, c'est, moi je dirais 2 choses, c'est utiliser le digital pour faire émerger de nouveaux talents qui aujourd'hui, on l'a vu,
du fait du succès de chaînes comme Studio Bagel ou de Golden Moustache, ont maintenant été repérés et sont passés en télé. Canal+ a choisi certains des talents qui font partie justement de ce réseau, et ils apparaissets maintenant au Petit Journal ou au Grand Journal ou au Before. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis après, un deuxième exemple, et là je pense qu'Adrien pourra donner des faits plus concrets, mais c'est avec les marques. C'est créer du contenu, créer des espaces de marque que les marques peuvent vraiment utiliser pour communiquer, pour engager et pour partager des messages avec cette audience qui, pour nous, nous l'avons caractérisé, est principalement jeune et qu'on appelle, nous, Génération C, principalement, donc génération connectée. Et donc, avant que tu nous expliques en fait qui ils sont et combien ils sont, je vous propose de regarder une petite vidéo de leur nouvelle habitude de consommation qui n'existait pas avant. Donc, si vous voulez bien démarrer la vidéo, Génération C. J'allume mon PC tous les jours, alors matin, soir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on a besoin d'être connecté tout le temps et de voir du contenu tout le temps sur le téléphone ou sur les réseaux sociaux. C'est que quand je suis en vacances, s'il se passe un truc, ça va très vite devenir un gros phénomène et du coup après, je serai là. Je l'ai loupé. On n'a jamais communiqué autant avec les images en mouvement que depuis YouTube. Je me suis lancé dans la musique, je peux sortir un truc et être vu du monde entier. Et plus ça va être fort, et plus ça va être fou, et plus je vais me faire remarquer. J'ai appris à tricoter grâce à YouTube. On partage ce qu'on aime et ce qu'on vient de découvrir avec nos amis et eux font la même chose, ce qui fait qu'on découvre énormément d'artistes, énormément de contenu, d'actualités, de docu, etc. qu'on n'aurait jamais trouvé autrement. Tu vas penser à 2-3 personnes à qui ça pourrait plaire, t'as tout de suite envie de le partager. En fait, j'ai découvert un rappeur sur YouTube, je l'ai partagé. J'ai remarqué qu'il y avait un pote qui kiffait aussi, puis au final, on est allé au concert ensemble, quoi. Oui, on se partage pas mal de dessins animés, de bons plans, de trucs sympas pour les enfants. Faut le voir, le truc, et du coup, faut le connaître sur le moment même, tu vois, parce que genre, le lendemain, ce sera fini. Ouais, pour toute une génération, je pense que ça a développé un côté de communauté, dans le sens où on commente, on aime, on partage, on a tous l'impression d'être connectés au sein de la même chose. On peut répondre directement à un commentaire maintenant. Il y a un côté beaucoup plus communautaire qu'avant, quoi. J'ai remarqué en tout cas que récemment, les marques faisaient vachement d'efforts sur la pub et du coup, je me surprends moi-même à rester comme ça à regarder la bande-annonce ou la pub. On a tous quelque chose qui peut nous rapprocher de loin ou de près à YouTube. C'est une évidence. Super. Et donc, comment est-ce que vous allez continuer à engager cette nouvelle génération qui est beaucoup plus engagée, plus exigeant, je dirais aussi, par rapport au contenu et plus connectée surtout? Alors, vous l'avez vu, une des caractéristiques de cette génération, c'est qu'ils sont en permanence connectés, évidemment. Certains dorment avec leur téléphone. Aux États-Unis, nous avons fait une étude dans laquelle on a vu que en fait, plus de 50% des gens interrogés préféraient perdre le sens de l'odorat que leur téléphone portable. Donc, vous voyez, ça va assez loin. Mais toujours est-il que cette innovation au niveau des téléphones et des smartphones, aujourd'hui, nous conduit, nous, à repenser l'expérience utilisateur et à être en permanence, justement, proche des utilisateurs. Ça veut dire, encore une fois, repenser l'expérience utilisateur. Notre site, aujourd'hui, sur le portable, elle est vraiment adaptée. Ça veut dire aussi trouver des formats publicitaires, et on a parlé un peu des marques, et je pense qu'on va continuer là-dessus, des formats publicitaires plus adaptés. Aujourd'hui, on a plusieurs formats pub, hein, mais le format RAW et le format in-stream. Mais là aussi, nous avons innové il y a maintenant 2 ans avec ce format TrueView, qui est un format publicitaire, de pré-roll qu'on peut skipper, qu'on peut sauter. Aujourd'hui, c'est 75% de l'ensemble des formats in-stream qu'on affiche et qui se prêtent déjà plus au portable. Mais je suis convaincu aujourd'hui qu'il va falloir continuer à chercher. 25% de notre trafic dans le monde provient du mobile. Dans certains pays, c'est comme les États-Unis et l'Angleterre, c'est 40%. En Corée, c'est plus de 60%. Donc il faut, nous, continuellement,
qu'on soit au contact de ces audiences jeunes qui utilisent le téléphone, et pour ça, il faut trouver des moyens de mieux monétiser également. Oui, justement, Adrien, toi qui es sur les sujets de brand content aussi, est-ce que ces jeunes, cette génération, justement, n'a pas assez de voir des pré-rolls et des bannières au kilomètre? Moi, je ne sais pas s'ils en ont assez de regarder des pré-rolls au kilomètre, mais de toute manière, en fait, ils peuvent les skipper assez rapidement. Ce qui est certain, en fait, c'est qu'effectivement, la manière dont en tout cas, nous, on regarde la publicité, c'est en se demandant comment faire pour qu'elle soit plaisante pour les gens qui vont la regarder. Donc, par exemple, nous, sur notre plateforme, quand on travaille avec un annonceur, on essaie de produire un contenu qui va à la fois servir la plateforme de marque de l'annonceur, mais aussi proposer un contenu qui va divertir les gens qui sont habitués à trouver ce genre de contenu chez nous. Tu as des exemples que tu peux nous... Oui, la dernière, par exemple, plutôt au début de l'année, on a travaillé notamment avec Orangina et avec Warner sur 2 films. L'idée avec Orangina, qui était un projet assez excitant, et nous, c'était une expérience assez géniale. On l'a pris comme ça. Je ne veux pas parler à la place de l'annonceur parce qu'il le ferait mieux que nous, mais je crois que l'idée, c'était de se dire Orangina va rendre possible pour une communauté qui aime ce type de contenu, de voir un contenu qui n'existerait pas sans eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis de financer une vidéo de 13 minutes, ce qui est un format assez long pour le web et pour YouTube, où on a essayé de réunir tous les principaux talents de comédie en France, à l'exception de quelques-uns, dans une seule et même vidéo, avec une ambition visuelle, narrative assez spectaculaire. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont eu l'occasion de voir cette vidéo qui s'appelle Mission 404. Le pitch, je vous recommande, c'est très bien. Le pitch, c'était en fait, il y a un bug dans Internet et on envoie une équipe d'intervention pour fixer le bug, et les gens qui pénètrent dans Internet, un petit peu comme dans Matrice ou Inception, font l'expérience de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, des pop-up aux filles de sa région, etc. Enfin, tous les sites qu'on a l'habitude de voir. Et dedans, en fait, il y a des éléments visuels qu'on retrouve assez rarement en fait pour des productions web, quelque chose d'assez spectaculaire. Et les gens qui ont regardé ça, déjà ça a bien marché, ça fait près de 4 millions de vidéos vues, c'était lancé en juin, et surtout ça a été très bien reçu. Je ne sais pas exactement comment une publicité, disons plus traditionnelle, quand elle est lancée, est reçue par les gens, mais je crois que le taux de satisfaction est autour de 30%. Si on pouvait comparer ça avec le nombre de pouces verts et de pouces rouges sur YouTube, nous on a un taux de satisfaction de 99%, et les commentaires qu'on pouvait lire, c'était merci Orangina d'avoir rendu ça possible, ça va jusqu'à maintenant je vais acheter plus Orangina. On avait fait une étude qualitative qui était vraiment intéressante de ce point de vue-là, et du coup ça crée un attachement à la marque qui est assez fort. Dans un autre registre, on avait travaillé avec Warner l'année dernière sur le lancement, enfin pas le lancement, pour accompagner leur application MyWarner, qui est une application assez géniale, qui vient rémunérer le fait d'être fan. Donc plus vous êtes fan, que vous allez sur cette application et vous répondez bien aux bonnes questions qui démontrent que vous êtes un bon fan, vous êtes capable d'expliquer des choses très précises sur Batman par exemple, plus vous êtes rémunéré de manière symbolique ou à travers des goodies, etc. Et donc nous, notre problématique, c'était de faire connaître cette application, ce principe-là, et de driver du trafic vers l'application de Warner. Donc on avait réfléchi de la manière suivante, on s'était dit en fait, un fan c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les séries américaines ou les films américains en l'occurrence, et qui était capable de voir beaucoup de choses et de noter plein de petits détails intéressants, etc. Donc on s'était inspiré d'un hashtag sur Twitter qui est dans les films américains, qui compile un peu tous les stéréotypes qu'on a pu repérer dans un film américain. Il y en a beaucoup que vous avez dû repérer par vous-même. Je vous donne un exemple, par exemple, quand vous êtes dans un film d'horreur, par exemple, que vous êtes une jeune femme, que vous vivez seule dans la forêt et que vous entendez un bruit bizarre dans la cave, en général vous descendez en petite culotte pour voir ce que c'est ce genre de clichés qu'on retrouve, et ils ont été listés par pas mal de sites, il y a une centaine de stéréotypes comme ça, et on s'est dit ça serait marrant d'illustrer ça à travers une vidéo qui répertoriait quelques-uns de ces clichés, etc. Histoire de dire, voilà, nous on est fans du cinéma américain, on a repéré ça, et si vous aussi vous êtes fan, venez tester vos connaissances sur la plateforme de Warner. Et la vidéo on l'a lancée, on va vous la montrer là, et elle a bien marché, elle a fait plus de 2 millions de vues en 48 heures. Donc voilà comment on approche un petit peu ce genre de problématique. Allons-y, je vous propose de regarder la vidéo. Movies versus life in the movies. Ok, je rentre dans le système et bingo. In real life. Qu'est-ce que tu fous là? Ça rame, t'es marrant toi, ça rame. La base destination au virus a été... Movies. Rob,
Ça va. Tu te souviens quand tu m'apprenais à tirer à l'arc quand on était petit? T'étais trop mauvais. Life. Tu te souviens quand on était petit et qu'on jouait à l'arc tous les deux? Mais ta gueule! Casse-toi! Va chercher du monde! Oh! Movies. Game on. Life. Bah non, tu sais pas coudre, connard. Movies. Attendez. Zoomez dans ces lunettes. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Life. Zoomez sur ces lunettes. Qu'est-ce que c'est? C'était un pixel noir, monsieur. C'est parce que j'ai une résolution de merde, en fait, alors... Du coup, on voit rien. Movies. Life. Movies. Passez-moi votre pain à cheveux. C'est bon. Life. Hé! On est à l'intérieur, on est trois. Movies. Life. Movies. Partez sans moi. Je vais vous ralentir. Life. Wow, faites quoi là? Me laissez pas là? Mais portez-moi, je peux peut-être marcher. Non. Movies. And life. Suricat. Si toi aussi t'es calé en ciné, prouve-le sur le site MyWarner et gagne ta place pour l'événement fan de l'année au Grand Rex. Allez viens, ramène-toi, ça sera sympa, moi j'y serai avec des potes. Bon, j'aurais pas cette voix parce que dans la vraie vie, genre je parle normal, tu vois. Viens mater le making of. C'est beaucoup plus sympa que viens mater le making of, tu vois. Enfin donc, c'est pour donner un côté un peu plus punchy, tu vois, mais bon, toi-même tu sais. Donc moi du coup je reste là, et donc bah viens, tu vois, moi j'attends là et puis j'attends que la vidéo se finisse quoi. Bon, ça semble avoir fait rire la plupart de l'audience, en tout cas, donc c'est génial. Mais est-ce que c'est une culture geek? Est-ce que c'est une humour spécifique pour la génération C? Ou est-ce que c'est des contenus qui finalement pourraient passer sur M6 aussi? Enfin, il y a des codes en tout cas en termes de narration qui sont un petit peu différents. Ça se voit assez facilement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on pense le contenu de la manière suivante. Il y a 3 critères qui sont importants pour nous. Le premier, c'est le rythme. Ce qui ne se voit pas forcément dans cette vidéo-là, mais c'est vrai que le rythme de narration est beaucoup plus rapide sur Internet. Si vous regardez les vidéos de Tomska, par exemple, même celle de Norman, celle du Palmachot, il y a une manière de raconter l'histoire qui est très rapide parce que ça correspond un petit peu à l'attention que les gens peuvent avoir sur Internet. Vous êtes souvent, vous avez tellement de possibilités d'être distrait quand vous regardez Internet, que ce soit votre téléphone portable, Twitter, une information, quelque chose comme ça, que si le rythme de narration n'est pas extrêmement soutenu, prenez le risque en fait que les gens ne regardent pas votre vidéo jusqu'au bout. La deuxième, c'est quelque chose qu'on voit très très bien, je trouve, dans les podcasts ou dans des produits mi-télé, mi-web comme Bref, c'est que pour qu'un contenu se fasse de l'audience, il faut qu'il se partage. Et pour qu'il se partage, on s'est aperçu que le mécanisme le plus fort, en fait, c'est que les gens s'identifient et se reconnaissent dans le contenu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en publicité le well observed, c'est le même mécanisme en fait dans la plupart des vidéos. C'est-à-dire si vous voyez quelque chose et vous dites ah tiens c'est bien vu ce truc-là. Par exemple dans la vidéo qu'on vient de voir, on se dit tiens effectivement j'avais toujours repéré que ça se passe comme ça dans tel film américain. On dit comme ça correspond à une vision que vous avez des choses ou du monde, je dis je le partage parce que c'est comme ça que je vois les choses. Donc ce mécanisme-là est très fort. Et le troisième, qui est un peu spécifique, je trouve à Internet, qu'on ne retrouvera pas en télé, c'est le fait que la consommation est différente puisque vous pouvez arrêter la vidéo au moment où vous le souhaitez. Et donc il y a une attention particulière à avoir aux détails. Et de ce point de vue-là, pour rejoindre votre première question qui est sur la culture geek, effectivement, les geeks par nature sont très actifs et très importants sur Internet. Et si vous leur donnez une matière dont ils peuvent s'emparer à travers un détail caché dans un coin, à travers une référence, à travers un jeu de mots, quelque chose qui est dans la description, il y a un pourcentage assez faible des gens qui vont s'en apercevoir, mais ce pourcentage très faible de gens qui vont s'apercevoir de ce détail, c'est des gens souvent très très actifs et qui seront très incentivés en fait à le partager et à en faire parler et à engager leur communauté dessus. Et c'est ce qu'on peut trouver notamment dans le phénomène des commentaires. C'est-à-dire que moi je trouve que le truc assez génial sur YouTube, enfin parmi plein de choses, c'est le fait que les gens puissent commenter. Et c'est une autre vie en fait, c'est une extension du contenu qui se fait à travers les commentaires où les gens s'en emparent, se l'approprient, ils disent voilà ce que j'ai vu, etc. Et le débat s'engage là-dessus. Donc moi je dirais que c'est les 3 critères principaux qui différencient ça d'une pub télévisuelle par exemple. D'accord.
Et aujourd'hui, vous avez quand même un demi-million d'abonnés sur votre chaîne YouTube, ce qui est assez spectaculaire dans l'espace de temps si court, qui est juste un an en fait. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Quels sont les facteurs clés de votre réussite? Déjà, il y a une part un petit peu de hasard, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui va fonctionner ou pas. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord c'est qu'il y a une part d'analyse marketing, c'est-à-dire que YouTube obéit à certaines règles qu'il est bon de connaître. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler de manière assez étroite avec les équipes de Christophe. On se voit régulièrement, on analyse les choses. C'est des petites choses, mais qui peuvent faire vraiment la différence. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez avoir des abonnés, le moment où vous allez placer le carton de fin avec marqué « Abonne-toi », la taille, le nombre d'informations que vous allez donner à ce moment-là, ça peut changer beaucoup en termes d'abonnement. Et donc, vous avez intérêt à maîtriser bien cette notion-là, savoir exactement où vous allez le placer. Si vous le placez trop tard, il n'y aura plus personne, et donc plus personne ne s'abonnera. Si vous le placez trop tôt, vous faites en sorte que les gens voient une partie seulement de la vidéo et partent après, ce qui est mauvais également. Donc il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas très contraignantes, mais juste qu'il faut connaître et essayer d'optimiser au maximum. La deuxième chose, c'est qu'effectivement le contenu s'aborde de manière un petit peu différente, je dirais, qu'en télévision. Nous, on appartient de la moustache au groupe M6, et donc on a une culture assez forte dans le groupe du programme court. Pour autant, on n'applique pas forcément les mêmes règles quand on pense à un contenu. Déjà, dans la manière dont on le développe, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'on va avoir des talents dont on apprécie le travail, et après, on leur donne une quasi totale liberté créative. Ce qui n'est pas forcément la manière dont on travaille toujours en télévision. On a tendance à cadrer un petit peu plus les choses, pas pour des raisons de contrainte, mais juste parce qu'on obéit une cible, on essaie d'être le plus large possible. Sur le web, on a plutôt tendance à être pas forcément large ou fédérateur, comme on dit en télé, mais à défendre un propos très authentique, très fort, qui va trouver sa communauté. Et puis enfin, effectivement, on a eu un petit peu de chance. Ça correspondait à un moment où le contenu devenait de plus en plus premium de manière générale, et il y a un appétit, à mon avis, pour ce type de vidéo, ce type de contenu. Mais peut-être que Christophe... Si je peux me permettre, je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu dis, effectivement, c'est qu'il y a effectivement des vidéos qui peuvent devenir très virales et simplement sur la base du contenu, mais il y a également, il ne faut pas sous-estimer l'impact, comme tu le disais, sur le côté développement d'audience. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que dans l'écosystème YouTube, vidéo en général, on observe l'émergence de prestataires, de networks, de multi-channel networks, comme on peut les appeler aux États-Unis, qui aujourd'hui peuvent prêter main forte à des créateurs qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont tout seuls, etc., pour leur apporter cette compétence, cette expertise qu'ils ont développée. On l'a vu récemment avec notamment un intérêt de plus en plus marqué des médias traditionnels, comme le groupe Canal+, qui a investi dans Maker Studio. Ils ont annoncé ça il y a 2-3 semaines, qui est justement un network américain. Le groupe RTL, pareil, l'a fait dans trois sociétés au cours des 12 derniers mois. Donc il y a une vraie tendance de fond sur comment faire pour développer cet écosystème, mettre en avant les compétences et les expertises que certains acteurs ont pu développer. Et quelle est votre approche aujourd'hui chez YouTube par rapport aux chaînes classiques et la télé traditionnelle, entre guillemets, qui vous ont vu un peu avec d'un œil de concurrent, clairement, jusqu'à présent? Je pense notamment au procès qu'il y a eu, etc. Ça semble changer aujourd'hui? Alors les choses avancent, et avancent très bien et dans le bon sens. Encore une fois, je crois qu'on nous positionne souvent en concurrent. Moi, je pense qu'on est complémentaires. On l'a vu, notre audience, elle est très jeune, elle est Gen Z. Les Gen Z, c'est quoi? C'est 15-25 essentiellement. On n'est pas sur la ménagère de moins de 50 ans. On est sur un média très interactif. On l'a vu, c'est la possibilité de commenter, c'est la possibilité de partager. Nous restons convaincus qu'une vidéo vue, c'est bien, une vidéo partagée, c'est mieux. Et je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de créateurs qui raisonnent comme Adrien et qui pensent justement à ce côté de partage, de communauté qui est si essentiel pour cette génération-ci. D'ailleurs, sur notre plateforme comme sur d'autres, nous investissons beaucoup sur les outils qui permettent de partager le plus facilement possible avec un clic sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc il y a vraiment des différences fondamentales. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on observe une tendance de fond, notamment en termes d'investissement des grands groupes médias, pas que européens d'ailleurs, mais DreamWorks a racheté Awesomeness TV aux États-Unis avant l'été pour plus de 30 millions de dollars. Donc des tendances de fond qui vont effectivement dans le sens où tout le monde réalise qu'il
il y a des nouvelles plateformes, dont YouTube en fait partie, la plus grosse, où il se passe des choses. Les usages sont là, les usages changent. L'interactivité y est pour beaucoup, les téléphones portables y sont pour beaucoup, et justement comment est-ce qu'on investit cet espace, c'est souvent des questions qui se posent au niveau des médias classiques. Puis un autre point qui est important aussi, que ce soit aux États-Unis ou ici, je le mentionnais tout à l'heure, c'est le sourcing de talent. C'est aujourd'hui des groupes comme Canal+, qui regardent ce qui se passe ou M6, qui regardent ce qui se passe sur la plateforme pour aller chercher des talents qui vont ensuite amener en TV. Nous, on est très fiers, évidemment, de favoriser ce Comment ça se passe concrètement? Si quelqu'un, par exemple, dans l'audience, voudrait se lancer dans la création de contenu YouTube, quels seraient tes conseils? C'est très facile, la plateforme est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez l'utiliser soit à des fins privées, pour simplement partager vos vidéos familiales, par exemple, avec vos amis et votre famille, mais vous pouvez aussi vous en servir comme plateforme de distribution pour atteindre ce carrefour d'audience qui est là tous les mois, ce milliard de visiteurs uniques par mois dans le monde. C'est facile. Il y a des guides du créateur sur lesquels que nous mettons à disposition. Je crois que c'est important aussi que nous partagions, les bonnes pratiques, les best practices de choses qui marchent bien dans d'autres pays, qui sont peut-être pas forcément encore ici, mais qui peuvent bénéficier au développement de la chaîne de Golden Moustache, par exemple. Donc nous actualisons fréquemment notre guide du créateur. Quelles sont les meilleures pratiques pour développer l'audience sont des choses que nous faisons en permanence. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons, vous l'avez certainement vu, également investi dans des infrastructures que nous mettons à disposition. Donc si vous êtes un créateur, que vous n'avez pas forcément les moyens parce que vous n'avez pas une super caméra, vous pouvez aussi, alors en l'occurrence, il n'y a pas de YouTube Space en France, mais aller à Londres, où vous pourrez bénéficier d'infrastructures, de green room, de studios de montage, de caméras, de slow motion caméras, qui sont des équipements qui sont quand même relativement chers, que nous mettons encore une fois à disposition gratuitement des YouTubeurs créateurs. Donc, est-ce que ça veut dire que YouTube finalement va se lancer dans leur propre création et devenir producteur aussi? Attention, un point important, c'est que ces infrastructures, ces espaces sont mis à disposition, mais nous ne sommes pas acquéreurs de droits, la propriété intellectuelle reste avec le créateur. Encore une fois, l'idée, c'est de faciliter la production de contenu de bonne qualité. Comme le disait Adrien, c'est justement professionnaliser ce contenu et puis faire en sorte que de plus en plus de gens viennent créer, mais aussi viennent regarder. Et pour revenir sur l'innovation qui est le thème de Hub Forum, Adrien, quelles sont vos prochaines innovations? J'espère que ce sera des innovations. En tout cas, là, on commence à travailler avec pas mal de marques. On vient de terminer un film pour McDonald's. On a un second avec Warner, un autre avec Granola. On a un projet assez ambitieux également avec Electronic Arts. Et à chaque fois, en fait, la seule question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut raconter une histoire suffisamment marrante ou intéressante ou forte pour que ça puisse engager une communauté. Parce que fondamentalement, derrière ça, c'est la notion de communauté qui est intéressante, c'est-à-dire que les gens se retrouvent dans un contenu, et c'est ça qui va créer une adhérence particulière avec la marque. Moi, je pense que Orangina, par exemple, a été vraiment particulièrement fort et intelligent dans la démarche l'année dernière de produire ce film, parce que tout d'un coup, ça dit beaucoup plus de choses sur la marque que simplement inventer les qualités intrinsèques du produit. Ça dit que la marque est cool, qu'elle est proche de ses consommateurs, qu'elle comprend leurs attentes, et je pense que c'est un message extrêmement fort. Donc c'est de ce point de vue-là que nous, on a envie de se mettre au service des marques, c'est-à-dire aider vraiment à pouvoir partir de la plateforme de marque définie par les agences de publicité et être en complément de ça et nourrir ce discours. Christophe, un dernier mot sur l'innovation chez YouTube. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir prochainement? C'est continuer à travailler justement au plus près avec nos partenaires créateurs pour arriver à faire plus de Mission 404, plus de Dove, c'est un autre exemple dont on n'a pas beaucoup parlé, mais d'innovation en termes publicitaires qui est assez intéressante, c'est développer ces YouTube Space dont je parlais tout à l'heure. Je me bats pour qu'on en ait aussi en France, et c'est d'aller dans le sens toujours d'un usage meilleur, de suivre ces usages et de faciliter l'expérience, encore une fois, quel que soit le support utilisé, que ce soit une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Donc c'est continuer à avancer sur ces trois fronts-là. Bon, très bien. Bravo en tout cas pour en être arrivé là. Merci beaucoup. Merci au panel. Merci beaucoup donc à nos intervenants.